Bon, bismillah, alhamdulillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un grand plaisir chaque fois qu'on se retrouve avec la Jama'a entre nous pour discuter sur le point de règlement. Avant de commencer, tiens, à présenter nos condoléances à notre frère Saad Saoud de Annaba. Il a perdu son frère, donc on passe nos condoléances. Donc, Jama'a, on a un sujet commun qui est important et qui est très long. Donc, j'ai essayé de le fractionner au maximum. Donc, j'ai essayé de concentrer des questions. J'aimerais bien qu'ils seront à la fin de la séance parce que ça risque de me chaque. Donc, on a ce qu'on appelle le contact illégal. Le contact illégal, c'est le basket. OK. On ne peut pas imaginer un compte de basket sans le contact. Donc, on a étudié le sujet, le topic là. On a étudié l'introduction, le principe général, le principe du cylindre, le principe de la verticalité, la position légale de défense, les éléments de temps et de distance, marquer un joueur avec ou son ballon, les écrans et contacts, l'écran légal et l'écran illégal, et autres contacts. Très bien. Donc, on va commencer par l'introduction. Comme vous le savez tous, le basketball est un sport où les joueurs doivent éviter les contacts. C'est logique. Faire le contact, parce que le contact n'est pas permis. De fait que les 10 joueurs ados, ils évoluent quelquefois avec une grande vitesse dans un espace restreint. C'est-à-dire que la course est rapide ou dans un espace très limité par rapport au terrain de handball, au terrain de football. Le basket est très limité. Donc vous imaginez que 10 joueurs avec une certaine vitesse. Donc pour ça, et surtout que chacun doit lutter pour obtenir une même position sur le terrain. C'est logique. C'est de bonne guerre, chaque joueur, que ce soit attaquant ou défenseur, il essaie de prendre une position la meilleure possible, la position préférentielle sur le terrain, ou ce qui prouve que le contact ne peut pas être évité. À force de déplacer, chacun cherche une position par rapport à l'autre, donc le contact il coule. On doit déterminer où est le contact illégal, quel contact ou contact. Donc c'est pour cela que les arbitres, et suivant la réglementation, doivent protéger les joueurs qui ont déjà occupé une position sur le terrain. Donc un joueur qui a pris déjà une position sur le terrain, il doit être protégé. C'est qu'on ne peut pas imaginer un joueur, il a position, j'ai notre joueur, il sort de la position. On doit protéger celui qui a déjà pris cette position. C'est celui qui a pris la position en premier dans un endroit du terrain. Donc, et tout contact illégal entre deux joueurs, deux adversaires, entraîne une sanction. Chaque contact illégal, il y a une sanction. OK, donc, voilà, dans ce cas, donc imaginez le basket fait des années, 10 joueurs dans un terrain, ils jouent avec cette vitesse, chacun cherche la position avantageuse par rapport à son adversaire. Donc, tout ça, je voulais que ça n'évite pas, mais connaître les contacts. Principe général, le premier principe est le plus important dans la position d'un joueur, c'est le principe du cylindre. Le cylindre, c'est lui qui détermine la position d'un joueur sur le terrain. C'est à travers ce cylindre qu'on peut juger si quelqu'un a fait un contact illégal ou non. C'est-à-dire qu'il est responsable du contact. Bon, la définition générale qui veut dire la réglementation, elle est la même pour tout le monde. Et le principe du cylindre est défini comme étant l'espace, y compris dans un cylindre imaginaire, occupé par un joueur sur le terrain. C'est-à-dire que là, en tant qu'arbitre, on suppose que chaque joueur a son cylindre imaginaire. OK. Chacun, lorsqu'il occupe une place sur le terrain, il a un cylindre propre à lui, imaginaire, il est le sol jusqu'à le plafond. Mais ce cylindre, il est délimité. Qu'est-ce qu'il a délimité? C'est la réglementation. Il est délimité. Qu'est-ce que c'est qu'un cylindre? Il dit que l'écartement des pieds et des épaules est proportionnel à la taille et à la corpulence du joueur. C'est-à-dire que le joueur, l'écartement de ses pieds ou des pieds et des épaules est proportionnel quoi? À la taille du joueur. OK, il comprend l'espace situé au-dessus du joueur délimité comme celui. C'est-à-dire qu'il est proportionnel à la taille. C'est vrai la corpulence, parce que le cylindre, il diffère, donc je vois après, d'un joueur de grande corpulence et de grande taille par rapport à un joueur de petite taille et petite corpulence. Il dit que le joueur qui est de la taille, son cylindre est plus important par rapport au joueur de petite taille. Actuellement, les limites du cylindre du joueur défensif ou offensif sont balances. Ça, c'est la nouveauté, les nouvelles modifications de la FIBA qui sont applicables, Inch'Allah, à partir du 1er octobre 2020. Ils ont ajouté le joueur offensif. C'est-à-dire que la réglementation avant, on parlait uniquement du défenseur. Actuellement, avec une nouvelle règle, avec une nouvelle modification, les aides de home,
on parle du défenseur. Les Chinois, pardon, ils ont inclus l'attaquant aussi, mais ils ont séparé, ou ils ont clarifié le joueur offensif, son ballon, il a son propre cylindre, et le joueur avec ballon, il a aussi des limites de son propre cylindre. Donc, on va commencer par le joueur défensif et le joueur offensif, son ballon. Ils ont le même type de cylindre, les mêmes délimitations. C'est-à-dire, à l'avant, par la paume des mains. À l'avant, par la paume des mains. À l'arrière, c'est par les fesses. Et sur les côtés, par la face externe des bras et des genoux. Donc, à l'avant, la paume des mains. À l'arrière, par les fesses. Et sur les côtés, la position défensive ou la position des joueurs offensifs sans ballon, c'est sur les côtés par la face externe de ses bras et de ses jambes. OK. Voilà détailler la position face et sur le côté et par derrière. Donc, on va récapituler ce qui a été dit. Donc, à l'avant, par la paume des mains. OK. Donc, vous voyez le recul sur le terrain. À l'avant, la délimitation, c'est par la paume des mains. Sur les côtés, c'est par la face externe des bras et la face externe des jambes. Donc, avec la face avant, comme on peut délimiter le cylindre d'un joueur, c'est-à-dire la face par la paume des mains, par la face externe, c'est par les bras et les jambes. Par l'arrière, c'est clair, c'est par les fesses. OK. Avec la position, on peut délimiter la position d'un joueur avec ballon, d'un joueur défenseur, d'un joueur sans ballon. On va essayer de voir exactement, c'est-à-dire la corpulence des joueurs par rapport à l'autre. Ça, c'est important. Vous regardez, par rapport au joueur numéro 15 et par rapport au joueur numéro 9. C'est-à-dire que le joueur numéro 15, il a une grande corpulence, une grande taille, par rapport au joueur 9 qui est petite taille et petite corpulence. On remarque que le cylindre, il est plus important par rapport à ce cylindre. C'est qu'au niveau du diamètre, il est plus important. Vous regardez le diamètre de la ligne vertébrale, OK, par rapport le diamètre, tu as le cylindre, tu as le joueur de petite taille. C'est pour ça qu'on ne doit pas donner un avantage à une petite taille qui fait le drive, il entre en contact avec un joueur de grande taille, de grande corpulence, il a fait le cylindre, il y a contact, il n'est pas responsable. Parce qu'on doit avoir la corpulence du joueur. Donc, en tant qu'arbitre, déjà, la taille du joueur, la taille du joueur, la corpulence, donc directement, on a déjà dans notre tête quelle est la taille de ce cylindre par rapport à ce joueur de petite taille. Donc, faites attention. Donc, le cylindre de grande taille et de grande corpulence, il n'est pas le même qu'un cylindre de petite taille et de petite corpulence. On avance. Maintenant, le joueur dans son cylindre. On a vu les délimitations de l'eau, mais ça aussi, il y a des limites qui ne peuvent pas dépasser les barres de les genoux, etc. Le plus important que le joueur dans son cylindre, que ce soit un défenseur ou joueur attaquant son ballon, ses mains et ses bras peuvent être étendus devant la poitrine. C'est normal. Sans pour autant être au-delà de la position des pieds et des genoux, mais des hanches plus. Donc, il dénoué plus au-delà des pieds et des genoux. Donc, il va sortir de son cylindre. S'il y a contact, il est responsable du cylindre. Le bras étant fléchi au coude. OK, afin que l'avant-bras et les mains soient levés en position légale de défense. Très bien, c'est-à-dire qu'il y a la délimitation naturelle sur le terrain des joueurs. Donc, sans cylindre imaginaire, mais la naturelle. Donc, ses mains et ses bras peuvent être étendus, mais devant la poitrine, puisque les dépassés chez les genoux et les lignes. OK. La même chose pour les bras, qu'ils soient fléchis. OK. Au coude, afin qu'avant le bras soit levé en position légale de défense. Mais attention, le joueur il peut écarter ses bras. Il peut écarter ses jambes, pas de problème. Mais dès qu'un joueur il dit la place, ou le joueur porte du ballon et la balle, il doit remettre ses bras et ses genoux dans son cylindre. Donc, même un joueur, il peut l'écarter au maximum, c'est libre, pas de problème. Mais si un joueur qui manifeste sur place, soit attaquant, porteur du ballon, ou un joueur attaquant son ballon à l'espace, etc., il est ce joueur défenseur, ou ce joueur il doit remettre ses bras et ses genoux et ses pieds dans son propre cylindre. Maintenant, les limites du cylindre des joueurs attaquants avec ballon. Cette fois-ci, je finis avec le défenseur et le joueur attaquant son ballon. Là, on va passer à la deuxième étape. Elle est dans les règles 2020 qui vont être appliquées à partir d'octobre 2020. C'est le joueur attaquant avec ballon.
c'est le même principe pratiquement, il diffère pas de quelque chose, de quelques détails. À l'avant, c'est par les pieds et les genoux et les bras pliés, c'est pas par la paume des mains. Et en tenant le ballon au-dessus des hanches. Le ballon qui est incliné. Donc à l'avant par les pieds et les genoux et les bras pliés automatiquement en tenant le ballon. En tenant le ballon où? Au-dessus de ses hanches. Mais en dessous. En dessus de ses hanches. Il faut les hanches dialogue, c'est à l'avant. OK. L'arrière, c'est le même principe que le joueur défenseur et que le joueur attaquant son ballon, c'est par les fesses. Les côtés, maintenant, c'est le bord extérieur des coudes, qui حكم le ballon, parce qu'il حكم le ballon et les coudes يخرجوا, le bord extérieur des coudes, et des jambes qui sont écartées proportionnellement à ses épaules. Donc voilà, sur les côtés, par le bord extérieur des coudes, qui حكم le ballon, donc il يخرج les coudes à l'extérieur, et les jambes écartées proportionnelles à ses épaules. Quand il a les épaules droites, donc c'est proportionnel à ses épaules, qu'elle serait aussi, donc ça c'est proportionnel à la taille. Donc voilà un joueur attaquant avec le ballon dans son cylindre. OK, finish le ballon, l'extérieur. Donc je fais une position plus claire où j'ai choisi trois, c'est des jeunes basketeurs mais de tailles différentes et de corpus différentes. Là, le plus regardé, tenue du ballon. هذه pratiquement vers la poitrine, vers le visage. هذه مع la poitrine, هذه au-dessus de فوق les hanches, ou تحت la poitrine. Donc le plus important, c'est ça la position. Mais chacun doit rester dans son cylindre. OK, donc vous voyez après la corpulence, cylindre par rapport à l'autre, donc c'est pas le même cylindre, tout simplement c'est le même principe, tout dépend de la taille et de la corpulence du joueur porteur du ballon. Donc les délimitations à l'avant, par les genoux et les bras pliés, en tenant le ballon dessus des hanches. Donc, avec la délimitation, tu as le cylindre naturellement, c'est de fusil, tu fais machine imaginaire. C'est quoi? C'est à l'avant par les genoux. Et quoi encore? Par les bras pliés en tenant le ballon. OK. À l'arrière, pardon, c'est par les fesses. Et sur les côtés, je le bord extérieur des coudes, le bord extérieur des coudes, et les jambes écartées proportionnelles aux épaules. Donc, avec le cylindre d'un joueur attaquant avec ballon, avec ses délimitations, que ce soit à l'avant, que ce soit à l'arrière, ou que ce soit sur les côtés par l'extérieur. Vous imaginez, quand tu choisis la photo avec, où il trois joueurs de trop grande taille, de grande corpulence, avec petite taille, ce n'est pas le même cylindre au niveau du volume de l'eau. Donc, le volume du cylindre très important. Très bien. Maintenant, le joueur attaquant ne peut pas écarter ses jambes ou ses bras à l'extérieur de son cylindre. C'est qu'il ne peut pas écarter, il n'est pas permis au joueur attaquant d'écarter ses bras ou écarter ses jambes ou ses bras à l'extérieur du cylindre. C'est quoi l'extérieur du cylindre? Donc, il a le cylindre et provoque un contact, donc il devient un contact illégal. Donc, le joueur attaquant avec le ballon, donc, il ne peut pas écarter ses bras, ses jambes, tout en quittant le cylindre, son cylindre initial, en provoquant contact illégal. Dans ce cas, il devient contact illégal avec un défenseur. Pourquoi? Dans quel but? Afin de gagner quoi? Un espace supplémentaire. Dans ce cas, faites attention, même qui qu'on drive, vous remarquez la position du joueur. Donc, s'il quitte ses genoux, ou ses coudes, ou ses bras, son cylindre, et qui est un contact, il est responsable du contact. Donc, regardez avec moi cette photo. Regardez ce joueur qui a attaqué la barre. Regardez ce cylindre. Le cylindre, il est là. Regardez ses bras avec ce cercle rouge. Dans ce cas, ses bras, ils ont quitté le cylindre initial. Donc, quoi? Il a poussé avec ses bras pour avoir de l'espace supplémentaire. Pourquoi? Afin d'attaquer le panier facilement. Là, aisément, il va attaquer le panier facilement. Donc, il a pris un avantage déloyal. Donc, il a pris un avantage que la réglementation ne lui permet pas. Dans ce cas, il a provoqué un contact illégal et c'est un contact qui est sanctionnable. Donc, on fait attention surtout lors des drives, la position des mains et des genoux des joueurs. OK? C'est-à-dire que si l'autre fait un cylindre dialogue, Allahumma barik, qui peut sauter verticalement à une certaine hauteur qu'il veut, mais faites attention au niveau de ses jambes ou de ses bras. S'il va se pencher par rapport au joueur défenseur, il va l'écarter afin de gagner un espace
et d'attaquer le panier facilement, là, il a pris un avantage déloyal, il a pris un espace supplémentaire qui n'est pas autorisé par la réglementation. Maintenant, le principe de la verticalité. C'est toujours part du cylindre. C'est que la défense, le cylindre, il est très important. Pendant le jeu, chaque joueur a le droit d'occuper sur le terrain de jeu un espace dans son cylindre non déjà occupé par un joueur adversaire. On l'a déjà expliqué. C'est-à-dire qu'il doit occuper un espace verticalement dans son cylindre, un espace qui n'est pas occupé par un autre joueur. Il y a 10 joueurs sur le terrain, donc chacun prend un espace propre à lui. Ce principe, c'est-à-dire quoi? Le principe de la verticalité du cylindre, il protège quoi? Il protège l'espace qu'il occupe sur le terrain et l'espace au-dessus de lui. L'espace qui est sur le terrain ou sur le terrain, ou l'espace au-dessus de lui, le plafond. S'il arrive à sauter, toucher le plafond, là, on va OK. De lui, lorsqu'il saute verticalement à l'intérieur de cet espace, c'est-à-dire à l'intérieur de son cylindre toujours, dans l'espace qu'il occupe dans son cylindre. Donc, tout ça est protégé par son cylindre. Il peut sauter verticalement à une hauteur qu'il désire, mais le plus important, qu'il faut qu'il soit toujours dans son cylindre. Il ne peut pas sauter dans son cylindre, il atteint notre endroit, c'est tout s'il provoque un contact. OK. Alors, dès que le joueur quitte sa position verticale, le cylindre toujours, et qu'il y a un contact du corps se produit avec un adversaire ayant déjà quoi? Ayant déjà établi sa propre position verticale dans son cylindre. Donc, un joueur qui quitte sa verticalité, qui quitte son cylindre et qui provoque un contact avec un joueur qui a déjà occupé sa propre position verticale dans son cylindre. Le joueur qui a quitté sa position, le joueur, il n'a pas cité, que ce soit attaquant ou défenseur. Le plus important, c'est le joueur qui a quitté sa position verticale au cylindre est responsable du contact. Donc, tout joueur quittant sa position initiale dans son cylindre, dans sa verticalité et provoque un contact, il est responsable du contact. On regarde cette photo, il y a le joueur défenseur en tenue verte et le joueur attaquant en pull rouge. Un autre visu, c'est clair. Donc, je n'ai pas vous poser la question à la fois, qui est responsable du contact. Donc, on va essayer d'établir les cylindres de chaque joueur. Là, le joueur attaquant, ça, dans le cylindre rouge, c'est un cylindre illégal. Il a quitté son point de cylindre. Parce que là, son cylindre initial a fait le point de saut. Regardez les pieds à dos. Il saute le joueur. Dans ce cas, son cylindre initial, il est là. En quittant son cylindre, il a provoqué un contact avec quoi? Avec un défenseur qui a déjà pris sa position légale et qui est toujours dans son cylindre. OK? Dans ce cas, vous avez remarqué que ce joueur attaquant son propre cylindre initial, il est là. En sautant en l'air, en quittant son cylindre, il a provoqué un contact avec un défenseur, avec un autre joueur adversaire, qui a lui-même pris sa position et qui est aussi dans sa position légale de défense, qui est lui aussi qui est dans son cylindre. Dans ce cas, qui est responsable du contact? C'est clair net, c'est le rouge Hadaya. Donc, c'est le rouge qui est responsable du contact, du contact. Même s'il attaque le panier, dans ce cas, il est responsable du contact. Principe généraux. Dans ce cas, il a quitté son cylindre, il est responsable de ce contact. Maintenant, il y a une chose est sûre, parce qu'on a souvent justement, on pénalise à chaque fois le défenseur lorsqu'il saute dans sa verticalité. Il y a contact parce que le défenseur saute. Non. Le défenseur ne doit pas être pénalisé pour avoir quitté verticalement à l'intérieur de son cylindre. Il saute, il fait le cylindre, il est toujours dans son cylindre. Justement, on a tendance, à chaque fois que le défenseur il saute, dans son cylindre, et qu'il y a un contact pour le joueur attaquant, on provoque un contact, on siffle la faute contre le défenseur. Le joueur défenseur, il a le droit de sauter verticalement à condition qu'il soit dans son cylindre. Il peut étendre ses mains toujours dans son cylindre à une autre ligne. Comme cette photo, vous regardez, James. Dans ce cas, le joueur défenseur, il est dans sa verticalité. Regardez, il est dans sa verticalité.
Donc, on ne doit pas pénaliser ce joueur si ce joueur jaune a provoqué un contact. Justement, on a notre faiblesse à on pénalise le joueur défenseur. Dès qu'il saute, dès qu'il saute, il y a contact, il est responsable du contact. Ça, c'est pas logique. Si ce joueur saute dans son propre cylindre, à l'intérieur de son cylindre, il peut sauter à une hauteur qu'il veut verticalement. S'il y a contact qui est l'inter, il n'est pas responsable du contact tant qu'il est dans son cylindre. Donc ce joueur, regardez son cylindre. Dans ce cas, no call. Il n'y a aucune infraction, ni de l'attaquant, ni du défenseur. Tant que les deux joueurs ils ont respecté leur cylindre, il est important de ne pas siffler. Mais, la situation a dit, on a tendance à pénaliser plus le défenseur que l'attaquant. Si le défenseur est dans son propre cylindre, là, il pénaliser. Pourquoi le pénaliser? Le plus important en tant qu'arbitre, qu'est-ce que c'est que la théorie du cylindre? Qu'est-ce que c'est que le principe du cylindre? Donc, je dois analyser ce cylindre-là et l'attaquant et le défenseur. Donc, si le défenseur il saute pour contrer un attaquant avec ballon dans son propre cylindre, il n'a pas provoqué de contact, là, je n'ai pas pénalisé. Tant qu'il est dans son cylindre, il peut sauter une hauteur qu'il désire. Voilà. Maintenant, la position légale de défense. On a vu déjà bien dernièrement, qu'est-ce que c'est qu'une position légale de défense? Les ils m'ont répondu, ils ont bien répondu. La position légale de défense, c'est clair. Le joueur doit faire face à son adversaire. Il doit faire face à son adversaire. OK? Comme ça, regardez cette photo. Donc, le joueur défenseur en vert, il s'est mis face au joueur attaquant. OK? Donc, il fait face à l'adversaire. On regarde la flèche jaune avec. Donc, les deux joueurs, ils sont face à l'autre. Mais c'est la position du défenseur qui doit se mettre face à un joueur attaquant. Aussi, il a les deux pieds au sol. Regardez les sacs noirs là-dedans. Le joueur, il a été la position légale de défense tout en se mettant face à l'adversaire et les deux pieds au sol. Donc, avec la position légale de défense, c'est-à-dire que le joueur défenseur doit se mettre face à son adversaire et surtout que les jambes doivent être au sol. Le principe aussi du cylindre est applicable. Donc, le cylindre, à chaque fois, il revient. À chaque fois, il revient le cylindre. Donc, le cylindre aussi est applicable pour que ce soit l'attaquant ou le défenseur. Donc, lever les bras et les mains au-dessus de sa tête, c'est libre. Le plus important, c'est que les deux joueurs doivent rester dans leur propre cylindre. Donc, le cylindre de chaque joueur. Donc, chaque joueur doit rester dans son propre cylindre. Il ne doit pas quitter son cylindre. Dans ce cas, position légale de défense, il fait face, les deux pieds au sol. Mais attention, comme je l'ai dit, chaque fois, le cylindre revient. Le cylindre, lever les bras et les mains au-dessus de sa tête, c'est permis, mais à condition qu'il soit toujours dans son propre cylindre. Mettez ça dans votre tête, s'il vous plaît. Donc, sauter verticalement, tout en gardant sa position verticale, elle est autorisée, mais OK? Donc, sauter verticalement, dans son style, plus important que ce joueur ou ce joueur attaquant ou ce joueur défenseur, le plus important, il peut sauter une certaine hauteur. Là, il bon des 3-4 mètres, il n'a qu'à sauter. Mais le plus important qu'on doit toujours retenir, ce joueur doit toujours rester dans son propre cylindre. Très bien. Alors, avant d'attaquer ce principe, on a quelques vidéos à vous montrer. Le cylindre. S'il vous plaît, اسمعوني مليح. شوفوا le chat. Donc, il y a un message, un lien concernant les vidéos. Cliquez sur le lien, vous allez voir les vidéos sur le YouTube. OK? Je répète, il va y avoir des vidéos au fur et à mesure. راح نبعث لكم des messages sur le chat. OK? À travers le chat, dans ce cas, vous allez voir, OK, que vous allez du coup des liens. Le lien, là, cliquez عليه, تجيكم la vidéo. C'est bon, c'est bien. Donc, cliquez sur le lien. Là. Cliquez, on va voir la vidéo ensemble. Oh. Tout doit pas faire la connexion de chacun. On regarde bien la vidéo. Regardez le joueur dans son cylindre. Donc, il essaie de générer le shooter up. Donc, il sort du cylindre. Il a provoqué un contact. Dans ce cas, il est responsable du contact.
عاودوا لها لي نعاودوا نشوفوها en même temps. 1 2 3 allez. Hop. Regardez bien. Le cylindre se pointe, il saute, il quitte son cylindre, il provoque un contact contre le shooter et c'est pénalisé. Voilà, donc on va faire encore une deuxième vidéo. C'est la même. Hein? On va voir une deuxième vidéo. On regarde toujours. Voilà son cylindre. Il saute, il quitte son cylindre, il provoque un contact, il est responsable du contact. L'arbitre center a bien vu l'action. OK, foul, plus 2 shoots. يعودوا لها جماعة معي يعودوا لها توجو يعودوا لها. OK. Sans hésiter, il a quitté son cylindre, il a provoqué un contact. Là, ça c'est des évidences. OK. C'est l'évidence, c'est... Il ne faut pas hésiter à siffler. Donc maintenant, encore une troisième vidéo. Une troisième vidéo. Regardez maintenant, le joueur il est dans son propre cylindre, donc il n'a fait aucune infraction. Donc, pour vous dire, même le haut niveau, les arbitres ils OK, le joueur n'a fait aucune infraction, il était dans son propre cylindre. Je fais la vidéo encore une fois. Le joueur il était dans son propre cylindre. OK. Hop, il est dans son cylindre. Il a sauté de ce point de saut, il est retombé sur le même point. Le joueur, l'arbitre a sifflé une faute. Or, il n'y a absolument rien. Le joueur était dans son propre cylindre. Il y a eu faute. Mais le plus important, c'est qu'il n'y a eu aucune contestation. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde a vu la vidéo. C'est bon, je fais quand même les vidéos, 3 vidéos d'autres. J'espère que vous avez déjà une idée de ce que c'est que le cylindre. OK? C'est bon, Jma'a. On va avancer. Très bien. On va avancer maintenant sur le principe aussi dans les éléments de temps et de distance. Les éléments et de distance, c'est-à-dire que la réglementation a aussi autorisé des moments où on applique les éléments de temps et de distance et d'autres cas où on ne les applique pas. Il y a des moments où, c'est-à-dire quand le joueur défenseur est permis d'attaquer un joueur rapidement et de le gêner. Il y a d'autres cas où le joueur ne peut pas l'attaquer, il doit lui laisser un temps et une certaine distance pour qu'il bouge. On va essayer de détailler ça. Premièrement, marquer un joueur avec ballon. Justement, il y a là la différence lorsqu'on surveille un joueur avec ballon et un joueur sans ballon. Là, l'itban, c'est-à-dire qu'à quel moment on applique le principe du temps et de distance. Non. Donc, marquer un joueur avec ballon. OK? Qu'est-ce qu'on doit remarquer? Qu'est-ce qu'on doit surveiller?
Là, les éléments de temps et distance ne s'appliquent pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le joueur défenseur, il peut attaquer. Ce joueur attaque avec ballon à tout moment ou à un endroit où il veut. Ok, c'est-à-dire qu'on ne donne pas le temps et on ne donne pas assez de distance pour que le joueur attaquant développe son dribble, développe son shoot. Quoi qu'il y ait une contradiction, ma nouvelle règle, j'ai posé la question de la FIBA, on attend la réponse. C'est qu'il faut laisser le temps pour jouer en basket. Je ne vois pas qui travailler le dribbler, travailler le shooter. Donc, il n'y a plus d'éléments de temps et de distance. Dans ce cas, le joueur attaquant le joueur défenseur, il n'est pas obligé de respecter le cache, il s'applique par le joueur attaquant, doit s'attendre à être attaqué. Ok, le temps, les éléments de temps et de distance ne s'appliquent pas. Donc, le joueur défenseur peut l'attaquer à tout moment et à tout endroit. Le joueur porteur du ballon. Ok, aussi. Deuxièmement, à condition que ce joueur défenseur doit être dans une position légale de défense. C'est qu'on ne peut pas l'imaginer. C'est vrai, il va le presser, mais s'il va provoquer un contact au Marache, dans sa position légale de défense, dans ce cas, c'est un contact qu'il faut sanctionner, il est responsable du contact sur le défenseur. Donc, il doit être en position initiale légale de défense, c'est-à-dire face au joueur, il est de pied au sol. Troisième point qu'on doit remarquer, le joueur avec ballon doit s'attendre à être marqué. Ce joueur avec ballon, mais il sache la liberté. À tout moment, ce joueur il doit s'attendre que ce joueur doit s'attendre qu'il va être attaqué par un défenseur. Il peut être attaqué par un défenseur, par deux défenseurs, voire trois défenseurs, ce qu'on appelle la trappe. Actuellement, c'est courant le système défensif à la trappe. Ok, surtout vers mon état vers la fin pour un point, 2 points pour empêcher le joueur de dribbler, pour empêcher le joueur de shooter, etc. Il y a une pression. Ok, mais sans provoquer de contact. Lorsque le joueur attaque avec ballon, vous ne pouvez pas attaquer par soit un joueur, même deux joueurs, voire trois joueurs. Ok, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas lui laisser la chance de développer son shoot, de développer sa passe, à condition toujours dans la limite du cylindre de la position défensive. Autre chose, le principe du cylindre est roulé. Donc, le principe du cylindre et de la verticalité s'applique, que ce soit pour l'attaquant, porteur du ballon, ou là pour le défenseur. Si un joueur quitte son cylindre et qu'il y a un contact, il est responsable du contact, que ce soit attaquant ou défenseur. Dans ce cas, les quatre principaux, il faut les retenir déjà. Donc, les éléments de temps de distance ne s'appliquent pas pour un joueur qui est porteur du ballon. Le défenseur doit être en position légale de défense, il doit être en position légale de défense. Sinon, s'il n'est pas en sa position légale de défense, il est responsable du contact. Troisième point, que le joueur attaque avec ballon doit s'attendre à être attaqué à tout moment par n'importe quel joueur défenseur. Il peut être attaqué par 1, 2, 3. Le principe, la nouvelle défense, elle dit, pour reprendre la balle rapidement, je cours même si je OK, aussi, le principe, le quatrième point, le principe du cylindre doit être s'appliquer, cylindre de la verticalité. Si un joueur, que ce soit attaquant ou bien défenseur, quitte son cylindre et qui a contacté un contact, du contact. Donc, il faut amener 4 points que vous devez retenir. Pour un joueur attaquant avec ballon, les éléments de distance ne s'appliquent pas. Le défenseur doit être en position légale de défense. Le troisième point, le joueur avec ballon doit s'attendre à être attaqué et marqué à tout moment par n'importe quel joueur et n'importe quel nombre de joueurs. Aussi, le quatrième point, le principe du cylindre, chaque fois il revient, le principe du cylindre, la verticalité sont toujours applicables. Maintenant, marquer un joueur sans ballon. À l'inverse du joueur avec ballon. Donc, marquer un joueur sans ballon, le joueur avec son ballon, il est libre de se déplacer sur le terrain. C'est-à-dire qu'il peut occuper n'importe quel endroit sur le terrain. OK? Il se déplace, le joueur attaquant son ballon, il se déplace à tout endroit qu'il veut sur le terrain, c'est sa liberté, il est libre. Prendre une position ou prendre une place non occupée par un autre joueur. C'est-à-dire qu'il peut se déplacer librement dans un terrain, imaginez. Mais s'il prend une place ou s'il prend une position, la position doit être libre. Elle ne doit pas être occupée par un autre joueur. On a vu déjà, c'est le même principe. Donc, il peut courir sur le terrain à tout endroit. Il peut prendre une position qu'il veut, à condition que cette position
ou bien cette place n'est pas déjà occupée par un autre joueur. Maintenant, les éléments de temps distance doivent être applicables. C'est-à-dire qu'on doit laisser suffisamment de temps et d'espace pour ce joueur avec son ballon, ou bien de s'arrêter, ou bien de changer de direction. OK. On doit laisser un temps pour permettre à ce joueur attaquant son ballon, ou bien de s'arrêter complètement, il va arrêter sa course complètement, ou bien de changer de direction. À l'inverse du joueur porteur du ballon, que le temps, les éléments de temps distance ne s'appliquent pas, il peut à tout moment, il peut être attaqué. Mais maintenant, attention, joueur non porteur du ballon, attaquant, on doit laisser un temps suffisamment de temps à les calculs. C'est qu'on ne peut pas aller plus loin pour gêner sa progression. Vous n'êtes libre, c'est placé. Mais attention, on doit aller lui, c'est un temps suffisamment avec le temps, les calculer, les machins, ça mettre l'îlot à chaque fois qu'il va se déplacer. Un temps, oui, le joueur attaquant, son ballon, il peut arrêter sa course, stopper sa course carrément, ou bien changer de direction. Donc, si je ne vais pas laisser de temps et de distance, si un contact se produit, je suis responsable du contact. Parce que la réglementation me dit que qu'un joueur, son ballon, je dois lui laisser un temps suffisant et un espace suffisant pour que ce joueur attaquant son ballon doit changer sa position, sa direction ou bien d'arrêter carrément sa course. Ou cette distance, automatiquement, elle est calculée suivant la vitesse de ce joueur. Il doit être la vitesse qui bira, il doit être le temps rapide aussi. Il doit être la vitesse serrera, il doit être l'espace serrera, c'est-à-dire qu'il connaît jouer Gigi rapidement. Donc, je ne peux pas me placer aussi rapidement aller pour gêner sa progression. Donc, s'il y a contact, je suis responsable du contact. On ne dit jamais moins d'un pas. Ou moins d'un pas, il est proportionnel. Le pas d'un joueur كبير مع le pas d'un joueur صغير, c'est pas la même chose. علاش هنا législateur في la réglementation ما قالكش moins de 50 cm ou moins d'un mètre. Il a parlé de pas. D'un pas normal d'un joueur de grande taille, il diffère d'un pas joueur de petite taille. Donc, c'est à vous d'observer, c'est à vous de juger. OK? Très bien. Donc, il y a les 4 critères aussi pour qu'on doit surveiller en tant qu'arbitre lorsqu'un joueur défenseur surveille ou la marque un joueur non porteur du ballon. Donc, ce joueur non porteur du ballon, il est libre de se déplacer sur le terrain librement. Il peut prendre une position ou une place non occupée par un autre joueur. Les éléments de temps de distance et les temps et distance doivent être appliqués. Donc, on doit laisser suffisamment de temps et de distance pour que ce joueur, ou bien il s'arrête, ou bien il change de direction. Donc, les éléments de temps de distance, elles sont proportionnelles à la taille du joueur. Il est calculé jamais moins d'un pas, c'est-à-dire que le pas d'un joueur kbir d'un joueur serré, c'est pas la même chose. On avance. Maintenant, on va passer directement les écrans et les contacts. Les écrans, c'est ce qui revient actuellement dans le basket moderne. Il y a que les écrans pour le porteur du ballon, pour le non-porteur du ballon. À tout moment, il y a des fois 2 écrans de suite, 3 écrans de suite. OK, mais les écrans endosphériques, ils sont délimités, sont limités par la réglementation qu'on doit aussi appliquer. Maintenant, on va commencer par un joueur en l'air. OK, on va commencer par un joueur en l'air. Il dit qu'un joueur qui a sauté en l'air d'un point quelconque du terrain de jeu a le droit de retomber dans n'importe quel quoi qu'il ait mal cylindre. Donc il y a un décalage, comment dire, je ne peux pas raconter rien. Dans ce cas, le joueur en l'air, un joueur qui a sauté en l'air d'un point quelconque du terrain de jeu a le droit de retomber au même endroit. C'est logique. Quelqu'un qui saute dans son cylindre toujours d'un point d'endroit, il a le droit de retomber dans le même endroit. Comme ce joueur, regardez cette photo. Donc, s'il saute du point A, il peut retomber dans ce même point. OK? Il a le droit de retomber dans son point parce que là, c'est sa propre position initialement. Dans ce cas, sauter d'un point et retomber dans l'autre point, c'est permis. Il a le droit de retomber aussi à un autre endroit de jeu à condition que le point de chute et le chemin direct entre le point de saut et le point de chute ne soient pas déjà occupés par l'adversaire. Il peut sauter de cet endroit à un autre endroit, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres,
mais à condition que cet endroit n'est pas occupé par notre adversaire. Comme cette fois, regardez toujours la photo, dans ce cas, il peut sauter du point A, il peut retomber, retomber au point B, ça ne pose pas de problème. OK. Mais, si après avoir sauté, ou emporté par son élan, provoque un contact avec déjà un défenseur, ou un adversaire, pardon, avec un adversaire, que ce soit attaquant ou défenseur, qui a pris déjà une position légale de défense, on suppose qu'il y a, regardez la photo toujours, un joueur qui a pris sa position initialement, dans ce cas, pris par son élan, في الصوت تاعو regardez la flèche هذه في الصوت تاعو il retombe في le point اللي كان فيه le joueur هنا. On parle dans ce photo, c'est un joueur défenseur. Dans ce cas, ce joueur attaquant avec ballon, il est responsable du contact. Voilà, il a sauté de son point initial, de sa position initiale, il a quitté sa position, il a pris l'autre position d'un joueur qui a déjà occupé cette position. Dans ce cas, s'il y a contact, il est responsable du contact. Dans ce cas, ce joueur, il peut sauter dans son point de saut. Il peut retomber dans le même point, c'est son droit. Il peut sauter d'un point à un autre, mais à condition que ce point n'est pas occupé déjà par notre défenseur, par notre joueur. OK, si le joueur, s'il a sa position, deuxième position, qui est un joueur qui a occupé, qui a contact, c'est produit, dans ce cas, il est responsable du contact, il est en infraction. Bon, maintenant, le critère du jugement du contact à joueur en l'air. D'abord, le point de saut. OK, plus quoi? Plus le chemin direct entre le point de saut et le point de chute. Le point de saut, Minnesota. Aussi, le chemin direct, le point de saut vers le point de chute. OK. Si cette position, elle est occupée déjà par un joueur, le point de chute est occupé par un autre adversaire au moment du saut, dans ce cas, qui est responsable du contact égale le sauteur est responsable du contact. Donc, c'est la trajectoire qu'on doit suivre lorsqu'un joueur quitte sa position, lorsqu'il saute, il quitte sa position, que ce soit attaquant défenseur, hein, et qui va retomber dans un autre endroit. Donc, on doit voir entre le point de saut et le point de chute, le chemin à laquelle est-ce qu'il n'y a pas un adversaire. OK, si un adversaire provoque un contact, il est responsable du contact, ou bien si dans le point de chute, il provoque un contact avec un défenseur, avec un joueur qui a pris déjà cette position, cette place, dans ce cas, qui est responsable du contact? Automatiquement, le joueur sauteur qui est responsable du contact. Autre chose, un joueur ne peut pas se mettre sur le chemin d'un adversaire après que ce dernier ait sauté. C'est-à-dire que si un joueur saute de sa position, un autre joueur, il va venir, il va se mettre sur le chemin dans le saut d'hier. On regarde là, le joueur a sauté. OK. Donc, il va retomber dans ce point. L'adversaire est d'aller. Cet adversaire n'est pas autorisé à venir rapidement prendre sa position de chute. OK, regardez, donc un joueur ne peut pas se mettre sur le chemin d'un adversaire dès que le chemin qu'il est libre, il n'est pas occupé par un autre adversaire. Mais dans son saut, il va retomber dans un autre endroit qu'un adversaire va prendre cette position. Il va se mettre directement sur le chemin de l'adversaire et il va provoquer un contact. Ce joueur qui provoque un contact est responsable de ce contact. Mais attention, se déplacer sous un joueur en l'air, qui est déjà en l'air, attention, il provoque un contact, est habituellement une faute anti-sportive. C'est un anti-jeu. Il peut créer un danger, il peut se blesser. L'adversaire. Parce que là, c'est un jeu très dangereux. Imaginez un joueur FSMA, tu vas te placer sur le chemin de ce joueur. Qui peut provoquer un contact très dangereux, donc habituellement ces fautes-là, il ne faut pas hésiter à siffler une faute anti-sportive. Voire même une faute disqualifiante. Moi je dis, je vais répéter, c'est ma conviction. Le jeu dur, la faute anti-sportive va être même à la faute anti-sportive. À la faute disqualifiante. C'est pareil. Je parle du jeu dur. C'est un jeu dur, c'est un jeu qui est très dangereux, qui peut provoquer des blessures pour le joueur qui est sorti ou pour le joueur qui est l'autre joueur. Les deux peuvent être blessés et des blessures graves. Dans ce cas, ne tolérez jamais ça. Et si vous sanctionnez, comme c'est une faute anti-sportive. Ne jugez pas, je vous l'ai déjà, l'intention du joueur, mais jugez l'action.
parce que c'est un jeu qui est très dangereux. Un joueur qui saute à une certaine hauteur, donc il ne va pas avoir l'équilibre, etc. Dans ce cas, c'est des fautes habituellement, généralement, c'est des fautes antisportives parce qu'ils trouvent le jeu dur. C'est ma conviction, la faute antisportive a côte à côte, légèrement une petite différence dans la faute antisportive. Si vous jugez que c'est un jeu qui est très grave, qui est très dangereux, alors n'hésitez pas à siffler faute antisportive. Il ne faut pas permettre ce jeu, cette pratique dans un terrain. C'est un jeu qui est très dangereux, qui sort d'esprit. Et les règles du basket, ça peut provoquer des contacts. On avance. Maintenant, on a les écrans. Donc, les écrans, l'écran légal et l'écran illégal. Il y a écran lorsqu'un joueur essaie de le retarder dans sa course, ou bien de l'empêcher carrément, ce joueur attaquant son ballon d'atteindre une position. Dans ce cas, les écrans, donc, un joueur sans ballon. Un joueur, en général, c'est joueur attaquant. Hein. Dans ce cas, joueur défenseur. L'écran, donc, lorsqu'il essaie de retarder empêcher un adversaire, son ballon d'atteindre une position désirée sur le terrain de jeu. C'est ça l'écran. Dans ce cas, empêcher ou bien de retarder la course. C'est-à-dire te retarder carrément pour atteindre un point, au lieu de 2 secondes, 3 secondes, de dire peut-être tu vas le retarder 5 secondes, ou bien de l'empêcher carrément d'atteindre cette position. Ok. La condition qui connaît un écran légal. Ok. Qu'est-ce que c'est qu'un écran légal? L'écran légal, il dit l'écran légal lorsque le joueur qui fait un écran face à l'adversaire. C'est le même principe que la position légale de défense. L'écran illégal lorsque le joueur qui fait un écran face à l'adversaire, premièrement, il est stationnaire à l'intérieur de ce cylindre lorsque le contact se produit. Il est stationnaire à l'intérieur de son cylindre lorsque le contact se produit. OK. Regardez ce numéro 13. Dans ce cas, il est stationnaire à l'intérieur de son cylindre lorsque le contact se produit. Aussi, les 2 pieds qu'on contacte au sol. Donc, il doit avoir ces 2 pieds aussi au contact au sol lorsque le contact se produit. Dans ce cas, il est à l'intérieur de son cylindre et les 2 pieds au sol lorsque le contact se produit. Donc, il devient c'est un écran légal. C'est-à-dire qu'il se met en position, les pieds au sol face à l'adversaire et dans son propre cylindre. Et lorsque le contact se produit, il n'est pas responsable de ce contact. Donc, ce joueur qui a fait l'écran, il a fait un écran légal. Maintenant, l'écran illégal. Automatiquement, c'est à l'inverse de l'écran légal. L'écran est illégal lorsque le joueur qui fait l'écran sur l'adversaire était en déplacement. Il était stationnaire, elle est en déplacement lorsque le contact se produit. OK? On regarde cette position, par exemple, ce joueur rouge qui a fait l'écran, le joueur en blanc. Ça se voit qu'il est en déplacement. Regardez ses jambes. Je fais la flèche noire à les jambes. C'est-à-dire qu'il est en déplacement. D'ailleurs, même le joueur, je fais l'expression de le visage du joueur, il est étonné, qui va se dire l'écran. OK? Aussi, le principe, lorsqu'on marque un joueur sans ballon, le principe de distance, il doit être appliqué d'espace. Donc, on n'a pas laissé suffisamment de distance en faisant l'écran face hors du champ visuel du joueur. Donc, on n'a pas laissé une distance suffisante en faisant face, en faisant l'écran dans le contact visuel du joueur, lorsque le contact se produit. Lorsqu'on a un déplacement, on n'a pas laissé une distance suffisante. La distance suffisante, soit pour éviter le contact, c'est-à-dire changer de direction, ou bien d'arrêter sa course. OK. Le visuel d'un adversaire qui était stationnaire lorsque le contact se produit n'a pas respecté les éléments étant en distance, comme je l'ai dit. Si l'adversaire est en déplacement, sur le contact se produit. Si l'adversaire est en déplacement, ce joueur
qui a fait l'écran n'a pas respecté les éléments de temps et distance. Comme vous regardez même l'expression du visage du joueur blanc, il était surpris d'avoir subi un contact, d'avoir subi un écran. C'est un contact illégal qu'on doit sanctionner. OK? Les points qu'on doit retenir sur le contact illégal. Si l'adversaire était stationnaire, comme cette photo, si le joueur défoncé, si l'adversaire était stationnaire. Si l'écran il fait dans le champ visuel frontal ou latéral, c'est l'écran d'air soit frontal, face à face, soit latéral, d'un adversaire stationnaire. C'est que l'adversaire stationnaire, il est en contact visuel avec celui qui va faire l'écran. Le joueur qui fait l'écran, le joueur écran, peut faire l'écran aussi près qu'il le désire. Il au maximum, moi je me le désire, à condition que mes couches contact. Parce que là, le champ visuel, le joueur en bleu, il doit s'attendre, chef un écran. Donc, soit il bouge, il change de direction, le plus important, ce joueur attaquant peut se rapprocher de ce joueur tant qu'il est dans son contact visuel. Donc, soit son contact frontal ou bien latéral, c'est-à-dire de face, ou bien de ce côté, il chauffe contact. Le joueur qui va faire l'écran, il peut se rapprocher tant qu'il est en contact visuel, pas de problème. Mais si l'écran il fait hors du champ visuel de l'adversaire, s'il n'y a pas un contact visuel, ni face, ni frontal, ni latéral, d'un joueur toujours stationnaire, le joueur qui fait l'écran doit permettre à l'adversaire de faire un pas normal vers l'écran, sans provoquer de contact. C'est-à-dire qu'il doit lui permettre de faire un pas normal vers l'écran pour ou bien arrêter sa course, ou bien de changer de direction, ou bien de la position. S'il a envie de bouger, d'être stationnaire, il peut bouger afin de quoi? Afin d'éviter l'écran et de bouger de gauche ou de droite du joueur qui va faire l'écran. Il est stationnaire, il peut avancer d'un pas, soit il s'arrête toujours, il a la position initiale au stationnaire, ou bien s'il le désire de se déplacer, il doit être en mouvement dans le but de quoi? De changer de direction, ou bien d'éviter l'écran, soit d'éviter l'écran, ou bien de changer de direction de gauche ou de droite. Si l'adversaire est stationnaire, si l'adversaire est en déplacement, regardez cette photo, il y a une différence, elle est stationnaire, elle est en déplacement. OK. Les éléments temps distance doivent être appliqués. Parce que là, c'est un joueur, marquer un joueur, sans balle. Dans ce cas, les éléments de temps distance doivent être appliqués. Regardez le vert, c'est-à-dire que le vert là, le numéro 8 a laissé suffisamment d'espace, comme tu vois l'espace à ce joueur, OK, soit d'arrêter sa course, ou bien d'éviter l'écran, mais d'aller l'écran, ou bien de changer carrément sa direction, d'aller du côté droit du joueur numéro 8, ou là d'aller du côté gauche du numéro 8 du joueur qui fait l'écran. Le plus important, c'est que les éléments de temps distance doivent être appliqués. Comme vous le constatez sur cette photo, la flèche, la bande verte à vie, il a laissé assez d'espace à ce joueur dans le milieu faire le contact visuel afin de quoi? D'éviter l'écran, d'échapper à l'écran, d'arrêter sa course carrément, ou bien de changer sa direction, soit du côté droit ou bien du côté gauche du joueur qui fait l'écran. La distance, comment elle est calculée, toujours comment il a calculé le législateur la réglementation, n'est jamais moins d'un pas normal toujours, et jamais plus de 2 pas normaux. Vous n'avez pas à il est calculé, tout dépend de la taille du joueur. OK. Donc jamais moins d'un pas. Aussi jamais plus de 2 pas. C'est-à-dire que le joueur a même je voulais plus de 3 pas, je dis l'écran. Plus important, mais couche moins d'un pas. Il faut lui laisser un minimum d'un pas. Ou celui qui fait l'écran, il a le droit d'être à un pas. OK. Pas plus de 2 pas. Là. Le plus important, qu'il doit respecter les éléments de temps distance. Jamais moins d'un pas et jamais plus de 2 pas normaux. Le joueur sur lequel l'écran a été fait, c'est-à-dire le blanc. Le joueur sur lequel l'écran a été fait est responsable de tout contact avec le joueur qui a fait l'écran. C'est-à-dire que si un écran, toute
Donc le joueur défend, il lui a laissé le temps, il lui a laissé assez d'espace, c'est qu'il a appliqué les éléments de temps et de distance. Ou la distance, jamais moins d'un pas, jamais plus de pas, tout ce qui est nécessaire. Ou s'il provoque un contact, c'est qu'il parce que ce joueur, il peut éviter ce contact, il peut éviter l'écran, il peut changer de direction, il peut s'arrêter, mais rien n'empêche que même le déplacement il a provoqué un contact, il est responsable du contact. Ok, le joueur sur l'écran légal, c'est qu'en respectant tous les éléments mentionnés avant et qu'un contact se produit, ce joueur il est responsable du contact. Alors, maintenant, aussi on va voir des vidéos concernant le screen. Donc la même chose, on a des vidéos qu'on doit voir, donc allez-y directement vers le chat, la conversation, cliquez sur le lien et vous allez voir la première vidéo. Regardez, je te le dis, le défenseur vers comment il a fait l'écran. Hop, avec ses fesses, en quittant son cylindre, il n'a pas laissé de temps, il n'a pas laissé assez de temps de distance pour qu'il puisse éviter l'écran. En tout cas, c'est hop. Vous avez bien remarqué la troisième fois encore, le joueur vers défenseur. Il a hop, un écran retardé, c'est un joueur défenseur, un écran retardé, hop, il a provoqué un contact illégal. Très bien, on a la deuxième vidéo. Hop. Regardez, c'est que le joueur il était en déplacement, il n'était pas stationnaire, ok, et il n'a pas laissé de temps et distance, il va éviter l'écran. Regardez, hop, ok, regardez bien, c'est-à-dire qu'il n'était pas stationnaire, il n'a pas laissé de temps et distance, il a provoqué le contact d'air sur les épaules, c'est pas face, ok, dans ce cas, il est responsable du contact. Donc voilà les écrans لكاين. Je pense كاين حاجه زوج برك Il y a une troisième vidéo. On va voir la troisième vidéo. Cliquez sur la vidéo toujours, sur le lien. On regarde, hop. Il n'était pas stationnaire, il a pris directement la position. On va la voir encore une deuxième fois, une troisième fois. L'écran dessus sur les épaules, pratiquement à la cuisse. Dans ce cas, celui qui fait l'écran est responsable quand c'est un écran illégal. Il devient un écran illégal. Il est en mouvement. Il n'a même pas laissé de temps et de distance pour que le joueur puisse stopper de la direction. Là. Dans ce cas, c'est un contact illégal. On va avancer. J'espère que tout le monde a bien vu les vidéos. Maintenant, le passage en force et obstruction. On va essayer d'aller rapidement parce qu'à la base, le passage en force pour obstruction. Le passage en force est un contact personnel illégal avec ou sans ballon, commis en poussant, en se déplaçant contre son adversaire. C'est un passage en force qui force. Lorsqu'on dit passage en force, c'est qu'il force quoi? Il force le passage. Et c'est un contact illégal. Que ce soit pour un joueur avec ballon ou bien un joueur sans ballon. C'est le même principe. Le passage en force est un contact illégal
un contact personnel avec ou sans ballon, commis en poussant ou en se déplaçant contre le torse d'un adversaire. Le contact immédiat est dans le torse. Le contact de sportif, c'est-à-dire que ce soit attaquant défenseur, lorsque quelqu'un veut passer sur le torse, c'était quoi? C'est qu'il faut le passage. Donc il faut ce passage, dans ce cas, le passage en force, et le passage en force, c'est un contact illégal. Comme cette photo, regardez. OK. Donc sur le torse, il essaie de passer, faire un passage directement en force. Alors, l'obstruction, la différence, l'obstruction est un contact personnel aussi illégal, quoi, qui entrave, qui empêche, ou bien qui ralentit, qui entrave ou ralentit la progression d'un adversaire avec ou sans ballon, qui entrave la progression d'un joueur avec ou sans ballon, comme cette photo, parce que c'est une obstruction avec ses genoux, il a fait une obstruction pour empêcher ou bien pour ralentir la progression de ce joueur. Et si un contact se produit, ce joueur est responsable du contact. Voilà, donc le passage en force, c'est de passer en force par le torse d'un autre joueur. Par contre, l'obstruction, c'est quoi? C'est d'entraver, c'est d'empêcher, c'est de ralentir la progression d'un joueur adversaire avec son ballon d'atteindre d'un point à un autre sur le terrain. Dans ce cas, c'est contact illégal qu'on doit sanctionner. Le passage en force est un contact personnel illégal avec ou sans ballon commis en poussant, en se déplaçant contre le torse d'un adversaire. Le contact doit être produit au niveau du torse. Par contre, l'obstruction est un contact personnel illégal qui entrave, qui empêche, ou qui gêne ou qui ralentit la progression d'un adversaire. D'obstruction d'un passage en force impliquant un joueur avec ballon, responsable du contact. L'arbitre doit suivre les éléments suivants. C'est comment peut-on juger, ou la dit public, il y a un contact avec un joueur porteur du ballon qu'on dirait qu'il a provoqué un passage en force. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire, monsieur l'arbitre? Bonjour, monsieur l'arbitre. Donc, monsieur l'arbitre, d'abord, le défenseur doit être quoi? Doit établir une position légale de défense. Tout ça, pour juger réellement si est-ce que le joueur avec ballon il a provoqué passage en force. Donc, l'arbitre, qu'est-ce qu'il doit voir en premier lieu? Il doit voir si le joueur défenseur a établi une position légale de défense. Qu'est-ce que c'est qu'une position légale de défense? Là, il se met face à l'adversaire et les deux pieds au sol. Deuxième point, le défenseur, on a discuté bien avant déjà, le défenseur peut rester stationnaire dans son cylindre, sauter ou se déplacer latéralement, c'est-à-dire vers la droite ou vers la gauche, et aussi peut se déplacer vers l'arrière tout en gardant sa position légale de défense. Ce joueur défenseur qui est dans sa position légale de défense, il peut sauter verticalement, il peut se déplacer latéralement, soit du côté droit, du côté gauche ou vers l'arrière. Dans quel but? De maintenir, attention, toujours sa position légale de défense. Qu'est-ce que c'est que sa position légale de défense? Toujours face à l'adversaire et les deux pieds au sol. Okay? Aussi, ce joueur défenseur, il peut, ou un pied ou les deux pieds peuvent quitter le sol brièvement en fonction de l'attaque. Brièvement, voilà, latéralement vers l'arrière, tout en gardant la direction, tout en gardant sa position légale. La défense, il peut lever brièvement le pied droit, par exemple, pied gauche. Du côté gauche, il peut le lever brièvement. Il a le sol tout en gardant sa position légale de défense. OK, que ce soit du côté droit, du côté gauche, latéralement, vers l'arrière, mais jamais vers l'adversaire. Jamais vers l'avant. S'il se déplace vers l'avant, qui a un contact produit, il est responsable du contact. Donc, ce joueur défenseur peut se déplacer brièvement, un bref instant, un pied ou les deux pieds du sol, décoller du sol, tout latéralement vers l'arrière, mais tout en gardant sa position initiale de défense, c'est-à-dire toujours face à l'adversaire, lorsqu'il a bougé ses pieds, le sol, il regarde brièvement, bref instant, tout en gardant sa position légale de défense. Mais jamais
jamais vers l'avant, jamais vers l'adversaire. S'il avance vers l'adversaire qui est contact se produit, là, il est responsable du contact. Justement, on a tendance, justement, dans cette situation, à pénaliser le joueur défenseur lorsqu'il se déplace vers l'arrière ou sur les côtés, mais tout en maintenant en tension sa position légale de défense. S'il y a contact, on siffle le faute. Pas mal de fois, on siffle le faute contre ce joueur. Or que ce joueur, il est dans sa position initiale légale de défense par rapport à ce joueur attaquant. Dans ce cas, il peut se déplacer vers l'arrière brièvement sur les côtés, mais jamais vers l'avant. C'est vrai, s'il se déplace vers l'avant, en quittant son cylindre là, je suis d'accord avec vous, s'il provoque un contact, il est responsable du contact. Aussi, chose qui est très importante aussi, le passage en force. Le contact doit avoir lieu sur le torse. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ce joueur défenseur serait considéré comme étant arrivé le premier sur le point de saut. Pardon, sur le point du contact. C'est-à-dire que si le contact se produit sur le torse, donc le joueur défenseur le premier, même dans un bref instant. La position avec, dans ce cas, le contact sur le torse, dans ce qu'on dirait que le joueur porteur du ballon, il a provoqué un passage en force. Mais si ce contact se produit sur les épaules, que ce soit du côté droit ou du côté gauche, on dira que ce joueur défenseur, il est responsable du contact, mais qu'un champ face. Parce que si le contact s'est produit au torse, c'est-à-dire qu'il est face à son adversaire. Le joueur, il est en position face à l'attaquant. Dans ce qu'elle a respecté, c'est la position légale de défense de se mettre face à un adversaire. Mais si le contact se produit sur le côté, sur les épaules, que ce soit du côté droit ou bien du côté gauche, dans ce cas, on dira qu'il est responsable du contact. Le joueur défenseur est responsable du contact. Mais si le contact se produit sur le torso, donc on dira le joueur attaquant porte du ballon qui est au contact, qui est responsable du contact. Qui est très importante. Le joueur défenseur peut se tourner à l'intérieur de son cylindre pour éviter d'être blessé. C'est vrai, des fois, il y a des contacts durs, contacts dangereux. Pour éviter que le joueur défenseur, pour éviter qu'il soit blessé, il peut se tourner pour éviter le contact dangereux, mais à condition toujours à l'intérieur de son cylindre. S'il bouge pour éviter le contact, ou il sort du cylindre, il quitte son cylindre, il est responsable du contact. Et donc, c'est un contact illégal qu'on doit sanctionner. Donc, ce joueur défenseur, il peut se tourner dans son propre cylindre, mais à condition qu'il doit rester toujours dans son cylindre. Il peut se tourner pour éviter un éventuel contact dur. Parce que c'est vrai, la course, le contact, il peut causer des blessures, ou il peut mettre ses mains dans la course au chaos, toujours dans le cadre de son cylindre. C'est permis. Tout ça, c'est pour éviter qu'il soit blessé, mais à condition que ce joueur reste toujours dans son cylindre. Donc, avec les 5 critères que l'arbitre doit suivre pour pénaliser un passage. Si un de ces critères me cache, il n'y a pas de passage en force, le joueur défenseur, il est responsable du contact. Si le joueur défenseur n'est pas en position légale de défense et qu'il y a un contact s'est produit, il est responsable de ce contact. Si le contact s'est produit sur les épaules, que ce soit du côté droit, du côté gauche, et non pas dans le torso, il est responsable du contact. Si le joueur bouge ses pieds là, il va décoller ses pieds, il avance vers l'adversaire, il est responsable du contact. Dans ce cas, si les 5 éléments sont réunis, on dira que le joueur attaquant avec le ballon, c'est lui qui a provoqué un contact, ou le contact est le contact illégal, il se moule le passage en force qui doit être sanctionné. Mais comme je l'ai dit en avant, si un élément est fait les 5 de un contact se produit, le défenseur est responsable du contact. Très bien. Maintenant, on va discuter sur la zone de non-charge. OK. La zone demi-sec de non-charge. C'est une règle pratiquement. Elle est là pour empêcher le défenseur de prendre une position préférentielle avec le panier. C'est vrai, parce que le défenseur passe avec le panier, tout en gardant sa position, l'attaquant n'a plus le choix. C'est-à-dire que pour attaquer le panier, sûrement il va toucher l'adversaire. Parce que bien le défenseur ou le panier, il n'y a pas une grande différence du point de vue distance. Dans ce cas, s'il saute, dans ce cas, pour éviter justement, pour ne pas permettre à cet défenseur de prendre un avantage par rapport à cet attaquant, il
ايجابيه ليه بارابور للديفونسور بارابور المدافع. هنا القانون ما يسمحش للمدافع باش يدي بلاص يعني مكان قريب للباني باش يدي بوزيسيون افونتاجوز يعني عنده افضليه. هنا القانون ما يسمحلوش. دونك لا زون نون شارج يا جماعه يقول لك سي دي زون دو ميساج نون شارج سون تراسي سور التيران دو جو معني تراسي سور التيران دو جو. Le but, c'est de signaler qu'une zone spécifique à l'interprétation, cette zone spécifique à l'interprétation des obstructions et des passages en force sous le palier. C'est des zones spécifiques qui sont tracées pour déterminer est-ce que le joueur défenseur a la position légale dans la zone non charge ou n'est pas en position dans la zone non charge. Mais il y a les lignes, les lignes de demi-cercle non charge font partie de la zone de cercle de non-charge. عندنا هذاك الخط اللي متراسي في دمي-cercle هذاك نصف الدائره اللي متراسي هذاك الخط يعتبر داخل مع la zone non-charge demi-cercle non-charge. Dans ce cas, les lignes de demi-terrain de non-charge font partie de la zone de demi-cercle non-charge. Donc تابعين donc الجوار يتوشيهم ليجيرمون نحسبوه راه داخل la zone non-charge. Ok, on regarde la photo هذه, c'est-à-dire c'est clair, اللي حتى اذا اللاعب عنده les deux pieds تاعو داخل l'intérieur, c'est clair, il est dans l'intérieur, la zone non charge, la zone de demi-cercle non charge. Si un joueur un pied en contact يعني راه لمس la zone هذه, on dira qu'il est à l'intérieur de la zone de non charge. Ok, les deux photos هذول sont la même. Le plus important, si le joueur est en contact avec la zone non charge, on dira que ce joueur il est dans la zone de non-charge. Il est dans la zone de non-charge. Si un contact se produit, on va voir comment on va se produire. Donc, pour qu'on puisse dire que ce joueur, il n'est pas en contact avec la zone de non-charge, il doit avoir les deux pieds carrément à l'extérieur. Aucun contact avec la zone de non-charge. Ok, dans ce cas, ils sont toujours, les deux pieds doivent être à l'extérieur carrément. Si un des pieds touche la zone, comme ça, on dira que ce joueur est à l'intérieur. Dans ce cas, pour qu'on puisse dire que ce joueur il est à l'extérieur de la zone de non-charge, demi-cercle non-charge, il doit être carrément à l'extérieur. Aucun pied n'est touché la ligne. Okay. Les deux pieds doivent être à l'extérieur. Bon, pour juger cette situation, alors dans toutes les situations de pénétration vers la zone de non-charge, la zone de non-charge, tout contact provoqué par un joueur, attaquant en l'air. Attaquant en l'air, c'est-à-dire qu'il attaque le panier à l'extérieur de la zone non-charge. Attaquant en l'air, contre un défenseur qui est à l'intérieur du demi-cercle de non-charge. Même s'il touche légèrement la ligne, il est considéré comme étant à l'intérieur. Donc, un joueur en l'air, à l'intérieur, joueur attaquant en l'air, le joueur défenseur à l'intérieur demi-cercle non-charge ne doit pas être sifflé, non call, non faute offensive. Ok, pas de faute offensive. Ok, c'est-à-dire qu'on ne doit pas siffler une faute offensive. Ok, il n'y a pas de faute offensive. There isn't offensive foul. Ok, de ne pas siffler une faute offensive. À moins que l'attaquant utilise illégalement ou ses jambes. Ok, c'est-à-dire que ce joueur, c'est vrai qu'il est en l'air. Le joueur défenseur, il est stationnaire dans la zone non-charge. Ok, mais ce joueur attaquant, s'il utilise illégalement pour prendre un avantage, que ce soit utilisant ses mains ou ses bras ou ses jambes, il faut siffler une faute offensive. Et imaginez داخل en l'air, داخل بالجنو تاعو مع الجوار. Là, c'est une faute offensive. Ou le joueur داخل بيدو, il va pousser le joueur défenseur بيديه باش يماركي. Là, c'est une faute offensive. C'est que le joueur, il doit rentrer normal avec son corps automatiquement vers le panier, qui sont en l'air, et que le joueur, il est dans la zone de demi-cercle non-charge. Mais utiliser les mains ou les bras ou les genoux ou les jambes, s'il y a un contact, vous n'hésitez pas à siffler un passage en force. Ok. Donc, on suppose qu'il est, vu la position du joueur défenseur, dans la zone non-charge. Dans ce cas, le joueur là, c'est autorisé, il peut dunker, pas de passage en force, même s'il y a contact, il n'y a pas de passage en force. Dans ce cas, cette règle s'applique lorsque le joueur attaquant contre le ballon alors qu'il est en l'air.
Deuxième cas, il tente un tir du terrain ou passe le ballon à un coéquipier. C'est-à-dire qu'il tire, il tente un tir, il va attaquer le panier, ou bien passer le ballon latéralement, et pas vers l'arrière. C'est-à-dire que si أنا داخل بالبالون vers l'avant, ندي معايا le défenseur وصاحبي مورايا نعطي له la passe. Dans ce cas, j'ai créé un espace, un avantage déloyal. C'est-à-dire que j'ai pas permis au défenseur de attaquer le joueur attaquant. Dans ce cas, à passer, il est autorisé uniquement sur les côtés, mais pas vers l'arrière. Si je donne la passe vers l'arrière et je provoque un contact, il y a passage en force parce que c'est un avantage déloyal. Et aussi, automatiquement, comme on l'a dit, le joueur défenseur, en 1 ou les deux pieds en contact avec la zone demi-cercle de charge. Donc, les trois critères en l'air, il peut passer sur le côté, le joueur pour un de ses coéquipiers, et que le défenseur a un pied ou les deux pieds qui sont en contact avec la zone demi-cercle de charge. Cette situation, on regarde cette situation, elle est clarifiée. Donc, tout ça, donc les trois ados, on dirait que le joueur, il est il est à l'intérieur de la zone de non-charge. Donc, si le joueur attaquant contrôle le ballon, il est en l'air. OK. Il tente un tir du terrain, passe le ballon à un coéquipier. Le joueur défenseur a un ou les deux pieds en contact avec le sol, avec contact avec la zone de demi-cercle de non-charge, égal. Mais tout contact se produit, c'est un contact légal, non call. Il n'y a pas de passage en force, le joueur peut attaquer le panier normalement tant qu'il est en l'air, tant qu'il tire au panier, ou bien passe sur le côté, ou bien que le joueur, attention, le joueur défenseur, il a un ou les deux pieds en contact avec la zone demi-cercle de non-charge. Parce que si cette situation se produit sur un terrain de jeu, pas de passage en force, c'est un contact légal, no call, no offensive foul. Alors, on a toujours dans la zone demi-cercle, mais faites attention, la règle de demi-cercle non-charge ne doit pas être appliquée et tout contact doit être jugé selon le principe cylindre, le principe d'obstruction cercle. La même chose, le principe du cylindre il revient. OK, la règle demi-cercle non-charge ne doit pas être appliquée et tout contact doit être jugé selon les principes du cylindre, principe charge et obstruction. Pour toutes les situations de jeu se produisant en dehors de la zone de non-charge. En dehors de la zone de non-charge. OK, et pour celles se déroulant entre la zone demi-cercle et la ligne de fond, c'est-à-dire qui dit joueur dans la ligne de fond. OK, c'est-à-dire que la ligne de fond, il attaque le panier, le principe de la zone demi-cercle non-charge ne s'applique pas. S'il y a contact, il y a passage en force. On regarde la photo. OK, si le joueur vient par derrière, OK, entre la ligne de fond et la zone de non-charge ne fait pas partie de la zone de non-charge. Donc, si le joueur vient par l'arrière, il attaque verticalement le panier et provoque un contact, c'est un passage en force. Tout simplement parce que ce côté où cet espace ne fait pas partie de la zone de non-charge. Okay. S'il vient par là, okay, le joueur dit par exemple à la ligne de fond, il va attaquer le panier, donc il doit sauter diagonalement sur le côté. Et s'il provoque un contact, c'est un passage en force. Pourquoi? Parce que l'espace-là ne fait pas partie de la zone de non-charge. Ce qui fait partie de la zone de non-charge, uniquement ce demi-cercle qui est tracé en blanc. En dehors de ça, tout contact se produit n'est pas considéré comme étant dans la zone demi-cercle de non-charge. Dans ce cas, la ligne de fond, donc on a un joueur qui vient de la ligne de fond où il attaque le panier sur le côté. Attention, c'est un passage en force que vous devez siffler. Aussi, pour toutes les situations de rebond, quand après un tir, le rebondit, situation de sport du cycle, la balle touche l'anneau, s'il y a contact, c'est un passage en contact offensif. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le joueur il est en l'air, il a pris la balle, que le joueur défenseur a fait la zone de non-charge, qu'il y a contact, mais pas passage en force. Non, c'est un contact. Tout contact se produit dans la situation de rebond, après un tir, et situation contact se produit, c'est un contact illégal. OK, on a la zone, on a les de fond, ou là, après un rebond, s'il y a contact, celui qui fait contact est responsable du contact. Ça ne veut pas dire qu'il est en l'air, la balle en l'air, ou la rechuté has un joueur qui est dans la zone de demi-cercle de non-charge, qu'on dirait qu'il y a faute. Non, il y a faute.
parce que l'équilibre ne s'applique pas. Que ce soit qui dit par derrière ou là, en l'air après rebond, s'il y a contact, le joueur attaquant, après avoir pris un rebond offensif, il est responsable du contact. هنا دروك يقول لك toucher un adversaire avec la ou les mains n'est pas nécessairement une infraction. Attention, toucher un adversaire avec la ou les mains ou le bras à l'adversaire n'est pas nécessairement une infraction. Mais à condition que l'arbitre, qu'est-ce qu'il doit juger le contact là? Il doit juger le principe avantage-désavantage. Toucher un adversaire, s'il n'y a pas d'avantage, n'est pas nécessairement une infraction. Ok, le fait de le contact n'est pas une infraction. Pardon, qu'est-ce qu'il doit juger l'arbitre? Le principe avantage-désavantage. On doit le détailler dans le un défenseur. Ok, s'il fait usage de ses mains, de ses bras écartés. Ok, il fait usage, il écarte les bras, il écarte ses mains. Ok, ou bien placer au reste en contact ses mains. Ses bras, ils sont toujours placés au contact, on reste en contact avec quoi? Avec un adversaire, avec ballon, ou bien un adversaire sans ballon. Lorsqu'un défenseur, s'il fait usage de ses mains, ou de ses bras écartés, ou bien sinon ses bras ils sont toujours placés, ou reste en contact avec un adversaire, que ce soit avec un adversaire avec ballon, ou bien un adversaire avec ballon. Ok, donc quel but de l'usage des mains quand même, c'est pour empêcher la progression. Dans ce cas, faire l'usage des mains et des bras, ou la placer, ses bras toujours sont placés, restent en contact avec un adversaire avec ballon son ballon, dans le but d'empêcher la progression de cet adversaire, que ce soit avec ballon ou là son ballon, et créer un contact illégal. Donc, empêcher un adversaire, empêcher sa progression en usant de ses mains, de ses bras, les écartés, ils sont toujours placés en contact toujours avec le joueur adversaire, dans le but d'empêcher un adversaire, d'empêcher la progression d'un adversaire, c'est un contact illégal qu'on doit sanctionner. Ok? Alors, la situation à des mains, toucher de la main ou du bout des doigts un adversaire de façon répétitive, adversaire avec ballon ou son ballon, est une faute. Car cela peut produire un contact rude. Ok, peut nous conduire à un jeu plus dur, un jeu avec agressivité. C'est-à-dire que jouer des dirigeants plus constamment, régulièrement, un joueur attaquant, un défenseur, toucher, ça peut l'énerver. Le contact là, il peut l'énerver, etc. Ça peut entraîner un jeu très dur. C'est pour ça qu'il faut utiliser la voix. À chaque fois, lorsque vous constatez qu'un joueur est dirigeant, ce n'est pas la peine de siffler carrément directement, puisqu'un contact n'est pas nécessairement une faute, je peux l'avertir. Le numéro 5, fais attention. Les jeunes numéro 5, enlève ta main. Tu l'avertis. S'il répète, n'hésite pas à siffler une faute. Il dit qu'on m'avertit, on vaut deux. Dans ce cas, donc des contacts répétés à vous, ça peut conduire un jeu très dur. Ça pourrait conduire un jeu plus dur. كاين دي ديفونسور ما attaquant ما يحملش لا ديفونس ديرلو توشيه يضرب لك يدك وانت بعد ça peut conduire un jeu agressif. Donc pour éviter ce barrage agressif يا جماعه on peut avertir verbalement avec la langue. OK, on peut avertir gain numéro 5. Attention, faites attention, s'il persiste là n'hésitez pas à donner une faute. Parce que le comportement ou le geste là il peut toujours amener à faire des contacts rudes. Il peut amener à des joueurs, ils vont s'énerver, ils vont s'énerver tous les dans ce cas, il faut avertir dès le départ, ok, il faut être un arbitre préventif. S'il persiste dans ses actions, n'hésitez pas à siffler une faute. Maintenant, un attaquant avec ballon. S'il s'accroche, ou les crochets ou enveloppe un adversaire. Ok, crochet ou enveloppe un adversaire avec le bras ou les coudes, dans le but d'obtenir un avantage. S'il repousse un adversaire pour l'empêcher de jouer ou d'essayer de jouer le ballon. Ok, ou pour créer plus d'espace entre lui et le défenseur. Troisième cas.
si lors d'un dribble, ok, toujours porteur du ballon, hein, il étend les avant-bras ou les mains, ok, c'est les dos pour empêcher l'adversaire de jouer le ballon ou bien d'attaquer la balle. Tout ça, c'est des contacts illégaux. Ok, s'accrocher ou envelopper l'adversaire, ou de le repousser, ou de l'empêcher, ou de tendre ses bras pour éviter tout ça, comme cette photo. Donc, il a empêché les coups de terre, les bras de jouer à l'adversaire, d'attaquer la balle et de jouer le ballon. C'est un contact illégal provoqué par ce joueur attaquant qui devient un contact illégal que vous devez sanctionner. Parce que pourquoi? Il a pris un avantage, on l'a vu déjà, l'attaquant ne peut pas écarter ses balles, etc. C'est-à-dire qu'il a pris un contact, il a pris un avantage déloyal que vous devez sanctionner comme étant un contact illégal, il faut siffler. Un attaquant toujours, cette fois-ci un attaquant sans ballon. Repousser un adversaire pour se libérer, pour jouer l'attaque ou bien attaquer le ballon. Ok, c'est son ballon. Repousser un adversaire dans le but de quoi? De se libérer pour attraper le ballon. Aussi, repousser un adversaire toujours. Pourquoi? Pour empêcher le défenseur de jouer la balle. D'attraper la balle pour l'intercepter ou bien de jouer la balle. Troisième cas, toujours repousser un joueur, un adversaire pour se créer plus d'avantages. Donc, ces trois choses qui sont faites par le joueur attaquant, toujours la photo a dit la fille, elle empêche le joueur défenseur de jouer la balle, elle écarte les bras. Je pense que c'est un contact provoqué par ce joueur. Il devient un contact illégal que vous devez sanctionner. Maintenant, le jeu posté. Le jeu posté, il est très intéressant. Je l'ai un peu détaillé, mais il est très important. Les contacts en fait. Pour le jeu posté, le principe de la verticalité et le principe du cylindre d'Imakade. Chaque fois, le principe du cylindre revient. Donc, le joueur, il est dans sa position verticale. Le jeu posté. L'attaquant en position postée et le défenseur qui le marque doivent respecter leurs droits respectifs dans une position verticale dans leur cylindre. C'est clair. L'attaquant ou bien le défenseur en position postée commet une faute, que ce soit l'un ou l'autre, s'il pousse un adversaire hors de sa position, la position légale d'abord dans son cylindre, à l'aide de ses épaules ou de ses hanches ou s'il entrave la liberté de mouvement de l'adversaire en utilisant quoi? Les bras, les épaules et les hanches. Bien sûr, même les jambes, okay, ou bien toute une partie du corps. Donc, c'est les deux, que ce soit l'attaquant. Ou bien le défenseur qui est en position postée, comme une faute, c'est qu'un contact illégal s'il pousse un adversaire hors de sa position. À l'aide en général, les opposés, la les épaules, les fesses. Donc, je vous. Les épaules ou les hanches, ou si on entrave la liberté de mouvement du joueur. Donc, tous ces contacts par n'importe quelle partie du corps, que ce soit l'attaquant ou le défenseur qui provoque un contact, il devient un contact illégal qu'on doit sanctionner. En général, le jeu posté, il sur la position préfoncée dans le jeu posté. À la recherche de la position préfoncée dans le jeu posté. Les jeux, il a sur la position préférentielle par rapport au panier, par rapport au rebond, par rapport aussi pour marquer le panier, etc. En général, les joueurs dans cette position jouent la plupart du temps avec ou sans ballon dos au panier, comme cette position. C'est-à-dire qu'en général, le joueur avec ballon ou sans ballon, il a abdima dos au panier. Le joueur dans cette position joue la plupart du temps avec ou sans ballon dos au panier. Vous l'avez remarqué, il a dos au panier. Alors, la plupart des contacts corporels avec ou sans ballon sont des joueurs qui se battent, se battent pour se mettre à la recherche d'une meilleure position du panier, près du panier. Les joueurs, c'est que chaque fois, ils يلعبوا بالكود يلعبوا بالهانش يلعبوا بالفاس معناه باش يحوسوا بلاصه يبو باس بريفونسيال près du panier. Ils essaient toujours de se rapprocher toujours vers le panier. اللي راه دو ديفون l'attaquant joueur défense يلعب بالكور تاعو باش يرجعوا الاخر يلعب بالفاس باش يافونسي vers le panier.
Tout ça, c'est pour marquer l'attaquant, pour attaquer le marqué, ou bien pour les deux, soit pour obtenir la meilleure position de rebond pour les deux adversaires. L'attaquant, c'est clair, باش attaquer le panier, باش marquer. Pour les deux aussi, si les joueurs ils sont sans ballon, les joueurs attaquant ils sont ballon, c'est pour chercher la meilleure position pour avoir un rebond, que ce soit un rebond offensif pour le joueur attaquant, ou bien un rebond défensif pour le joueur défenseur. Le plus important, c'est qu'il joue au dos panier. Donc, il essaie de se battre pour avoir une bonne position préférentielle, dans le but de s'approcher près du panier, que ce soit pour l'attaquant avec ballon de marquer, ou bien pour les deux joueurs, avec l'attaquant sans ballon ou le joueur défenseur, c'est pour la meilleure position pour avoir un rebond, que ce soit le rebond offensif ou le rebond défensif. L'arbitre, il joue posté. Qu'est-ce que l'arbitre doit remarquer, qu'est-ce qu'il doit surveiller? OK? D'abord, avant la passe, avant que le joueur attaquant reçoive la passe. Regardez cette photo. Il demande la passe. Qu'est-ce qu'il doit voir l'arbitre avant qu'il reçoive la passe? Dans cette photo, le joueur il demande la passe. Observez bien le duel de la recherche de la meilleure position. Avec une position باش ما يجينيش l'adversaire m'intercepter ou il va essayer باش يدير la position pour empêcher la passe. Dans ce cas, cherchez, vous observez bien le duel de la position, de la recherche de la position préférentielle ou le marquage des contacts excessifs, que ce soit du attaquant ou du défenseur. Maintenant, pendant la passe, c'est-à-dire que la passe elle est déjà. Pendant la passe, qu'est-ce qu'on doit surveiller? C'est que la passe خرجت من A1 pour faire la passe à 2. La balle خرجت من A1. Surveiller le joueur défensif qui tente d'intercepter le ballon. On doit surveiller le joueur là qui va essayer de tenter d'intercepter la balle. S'il va user avec des mains ou avec des genoux, ou là, avec ses genoux ou là, avec ses bras pour pousser l'attaquant afin de quoi? Afin d'intercepter la balle. Donc on doit surveiller le défenseur. Pratiquement, on a la nouvelle philosophie d'arbitrage, on arbitre le défenseur. OK. Dans ce cas, surveiller le joueur défensif qui tente d'intercepter la passe. Parce qu'il y a des joueurs attaquants secrets, Jay à la passe, joueur Rahmora. Donc, celui qui est possible de faire un contact illégal, c'est bien sûr le joueur défenseur, parce qu'il va essayer d'intercepter, de gêner la passe, possible qu'il va user de ses coudes ou de ses paroles, de ses genoux, pour gagner l'interception de cette passe. Donc, il faut surveiller s'il n'a pas fait contact illégal. Maintenant, après avoir reçu le ballon, donc automatiquement, le joueur attaquant, vous avez la photo, il a reçu la balle. Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Regardez la position du défenseur et l'utilisation de ses mains. On doit voir ce défenseur et l'utilisation de ses mains. Comment il les utilise? OK. Pour le joueur offensif, qu'est-ce qu'on doit surveiller aussi? Être à l'affût d'une utilisation, être à l'affût de l'utilisation excessive de ses coudes. S'il ne va pas jouer les coudes dialogue. Parce que pour qu'il va jouer, là, il va se retourner des coudes. Donc, surveiller si le joueur n'a pas usé excessivement ses coudes. Ou bien pousser par les fesses ou vers l'arrière, pas pousser, ou bien accrocher, ou bien utiliser les mains pour créer un espace. Dans ce cas, tout ça, il faut surveiller des joueurs attaquants à l'effet d'une utilisation excessive des coudes, pousser, ou bien s'accrocher, et utiliser les mains pour créer plus d'espace. Dans ce cas, on doit surveiller tout ça. Avant la passe, on doit surveiller le duel. Pendant la passe, on doit surveiller le joueur défensif qui veut intercepter la balle, la passe. Est-ce qu'il utilise ses mains, ses coudes, etc. Dans ce cas, il provoque un contact illégal. Après avoir reçu la balle, donc on doit regarder la position du défenseur, la position initiale légale de défense, en utilisant week-end et deux, etc. et ses mains. Pour le joueur attaquant aussi, on doit être à l'affût d'un usage excessif, des coudes, ou bien de pousser, etc., d'accrocher, d'utiliser les mains. Donc, tout ça dans le but de quoi? De créer un espace. Donc, tout ça, l'arbitre doit faire attention de cette situation. Là, surtout les arbitres qui ont les rangs,
سترونغ سايد اوكي وين يكون البالون الاربيطه جا 3 دير اوتوماتيكمون سي ليد مع التات الاربيط التات اوكي الكوتي فور دو بالون بس اتونسيون في لا بوزيسيون هذه il y a beaucoup de simulation. Attention, simulation faite. La position des postes, je postais, surtout dos panier, il y a beaucoup de simulation. Ok, donc on doit faire attention, mais chez moi, de contact, c'est fort. On voit, parce qu'à la défense, surtout le défenseur, il simule l'habilité de faire, il est là, c'est un fait aussi. Ou bien l'attaquant, il simule un contact comme qu'elle a fait l'objet d'un contact par l'adversaire. Donc, une simulation consiste à en toute action d'un joueur simulant, que ce soit attaquant ou défenseur, avoir été victime d'une faute en faisant des gestes exagérément théâtrales, surtout le défenseur. Il a ok. Exécuté dans quel but? Dans le but de laisser penser ou l'arbitre pour tromper l'arbitre qu'il est victime d'une faute et en conséquence d'obtenir un avantage. Donc, si l'arbitre siffle une faute, parce qu'il a pris un avantage. Donc, faites attention, faites le jeu posté, quelle est simulation, beaucoup de simulation. Faites vraiment attention. OK. Vous savez, la simulation aussi, il y a un protocole. Hein? Comme la faute antisportive, il y a un protocole que vous devez faire. OK. D'abord, l'avertir en 2 fois, mais chez 3 fois, 4 fois. Fait, il est averti. La prochaine, dans ce cas, dès qu'il l'a fait, vous n'hésitez pas. Même lorsque tu vas annoncer la faute au niveau de la table de marque, vous faites il y a eu fait, il y a eu simulation, et tu annonces la faute et que c'est la procédure. Même si c'est un protocole. Bon, marquer un joueur par derrière illégalement, on va essayer d'avancer rapidement parce qu'on est pris par le temps. Il dit que le marquage illégal par derrière est un contact personnel par derrière d'un défenseur sur un adversaire. Le simple fait que, attention, c'est le simple fait que le défenseur tente de jouer le ballon ne justifie pas un contact par derrière avec un adversaire. Donc, on surveille le joueur par adversaire, mais le fait que le joueur tente de toucher de jouer la balle et qu'un léger contact se produit n'est pas nécessairement une faute. OK. Tenir. Aussi, tenir est le contact personnel illégal avec un adversaire qui restreint la liberté de mouvement d'un joueur. Ce contact tenir peut se produire avec n'importe quelle partie du terrain. Ça ne veut pas dire نحكموا باليدين، لكن نحكموا بالبرجلين، نحكموا les coudes, etc. Tenir, c'est-à-dire que c'est un contact illégal qui restreint la liberté de mouvement d'un joueur, donc vous devez sanctionner. Donc, il y a contact dans le but de restreindre le mouvement d'un joueur que vous devez sanctionner directement, n'hésitez pas. Aussi, pousser. Pousser est un contact personnel illégal avec n'importe quelle partie du corps aussi. Je peux pousser les épaules, je peux pousser les hanches, je peux pousser les mains, etc. Pousser est un contact aussi illégal que vous devez sanctionner avec n'importe quelle partie du corps qui se produit lorsqu'un joueur déplace ou tente de déplacer par la force avec énergie un adversaire avec son ballon. Pousse avec énergie, de pousser carrément. Tu utilises certaine énergie pour que ce joueur, tu vas le déplacer, il faut que la position d'elle. Non. Que dois-je faire sur tout le contact illégal là? Qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, pour siffler les contacts, etc. D'abord, il faut établir les critères plus tôt. Dès le premier contact, que vous devez siffler le contact illégal, le même critère qui doit être suivi jusqu'à la dernière seconde. Le même coup de sifflet un contact illégal dès le premier contact jusqu'au dernier contact. Donc, établir les critères plutôt dès le départ, donc dès le premier contact illégal, maintenir les critères du premier au dernier sifflet. Donc, le critère doit être les mêmes. Dès que le premier contact est illégal, il sifflait le même critère là doit se répéter tout le long de la partie, même s'il y a des prolongations. Aussi siffler les évidences, les contacts clairs. Contact clair, الناس كاع شافته فوق تصفرها جماعة. Imagine الناس كاع شافت الكونتاكت غير الاربيت اللي راه مات ما شافوش. ماشي كارثة. Un contact clair, évident, il faut le siffler. الناس الدنيا كاع شافت الكونتاكت غير انت اللي بداو لا بال ما شفت الكونتاكت. Ça c'est pas normal.
aussi ne pas rater les fautes flagrantes. Donc, il ne faut pas les rater. Fautes flagrantes, il faut intervenir directement sur place. Aucune infraction seconde, ok, donc ne pas rater les fautes flagrantes. Si il y a faute flagrante, tu dois la cibler. C'est pratiquement le même principe à les évidences. C'est vrai, il connaît un contact serré, surtout le secondary coverage. Parce que pourquoi? Le primary coverage, s'il y a un contact simple, un contact quoi qu'il est légal. Ok. ما صفرتوش وما عاونش السكندري كوفراج mais les évidentes ou les contacts clairs, si le primary coverage il n'a pas sanctionné, peut-être tu dois sanctionner. C'est ça l'arbitrage. Ok, primary coverage, première de couverture, même si farouche, et en seconde couverture, si c'est une faute flagrante ou évidente, vous devez la siffler. C'est ça l'arbitrage. C'est pour ça que forcez-vous à être dans la position pour prendre une bonne décision. L'IoT. Okay. C'est la technique individuelle de l'arbitrage. Pour individual officiating technique. C'est-à-dire efforcez-vous pour trouver la position idéale pour trouver une bonne décision. En retard à l'action, donc la décision est erronée. Ok, donc efforcez-vous à être dans la bonne position pour prendre une bonne décision si l'IoT, c'est une technique individuelle d'arbitrage. Donc voilà que vous devez faire. Donc établir dès le départ les critères, et mettre les mêmes critères, siffler les évidences, ne pas rater les fautes flagrantes et aussi efforcez-vous le contact déjà dans la position ou comme tu as fait l'arbitrage l'IoT, l'arbitrage lorsqu'il siffle, il doit être stationnaire. Il ne peut pas siffler en mouvement. Ok, stationnaire, tu as canalisé, tu as regardé le contact bien, parce qu'à la quitte, comment contact les yeux, tu n'as pas une information, tu n'as pas récolté une information juste. Mais lorsque tu es stationnaire, tu as vu le contact, là, dans ce cas, il faut toujours, efforcez-vous à être toujours dans la bonne position pour prendre une bonne décision. Qui met la bonne position, jamais de une bonne décision. Voilà, merci de m'avoir comme ça. Fatigué, voilà, merci. Merci Kamal, يعطيك الصحة. S'il y a des questions, s'il y a des intervenants, on est là. Je mets les questions. Apparemment, ma cache. Donc, je vous remercie. ما تروحوش ما بكيتكم كي يحبسوا ما تروحوش تسقيتكم. دونك جماعه يعطيكم الصحه ميرسي كنتو باسيون معايا سيتي ميسيون قلت لكم الوبيك طويله فيها بزاف حوايج ما بالله فاجي فوالا جيسبر كو تو الموند كومبري ان شاء الله كنا موفقين. Alors, je vous remercie Kamel. Donc, à la prochaine séance, Inch'Allah. ربي يوفقنا جميعا إن شاء الله. Voilà, merci يعطيكم الصحة. غايب